à des usages locaux. Je vous propose de l'écouter. Les usages du numérique de façon générale, mais tout particulièrement de certains réseaux sociaux et de certaines plateformes comme WhatsApp, c'est vraiment un aspect important et qui contribue beaucoup à la circulation des fausses informations, puisque aujourd'hui le smartphone s'est démocratisé. On peut acheter un smartphone pour un prix vraiment très bas, et tous les smartphones ont donc WhatsApp, et aujourd'hui WhatsApp est utilisé de façon particulière dans certaines zones d'Afrique où on a donc le phénomène des groupes WhatsApp et qui existent même jusqu'au fin fond des villages. Donc c'est le village, c'est le quartier, c'est la famille, on retrouve les mêmes personnes qui partagent les mêmes contenus. Et le problème avec donc certaines personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, qui n'ont pas une éducation numérique élevée, tout contenu qui tombe entre nos mains, c'est considéré comme un contenu authentique, et on a cette frénésie de partager. Voilà, donc chaque région du monde a ses usages, hein, mais ce que regrettent les chercheurs en Afrique, c'est le manque de modération qui sont adaptés justement aux pays du Sahel. Alors j'ai contacté les plateformes, hein, TikTok rappelle qu'ils ont des modérateurs dans 30 langues et dialectes, dont le français, mais j'ai pas trop le détail sur les dialectes. Et comme eux, Meta, donc la maison mère de Facebook et WhatsApp, qui sont quand même très présents en Afrique, ils travaillent avec des fact-checkers partout dans le monde, y compris donc en Afrique, pour limiter, donc vous le voyez, ça c'est la carte de Meta qui est publique, hein, sur leur site. Ils veulent limiter en fait la visibilité de ces faux contenus, mais pour le chercheur qu'on vient d'entendre, c'est pas suffisant. Je vous propose de l'écouter sur ce point. Pour avoir travaillé sur ce projet avec Meta, par exemple avec Africa Tchèque, dont j'étais le rédacteur en chef, c'est pas vraiment des modérateurs, c'est appelé fact-checking par tierce partie. Donc ça veut dire que les organismes de fact-checking comme Africa Tchèque peuvent avoir accès à la plateforme pour vérifier un certain nombre de contenus et dire est-ce que c'est vrai ou faux. Alors, on parle des Russes, ils sont présents, on le voit, mais pas que. Ouais, malheureusement, pas que d'ailleurs. Non, en fait, les Russes sont ceux qui font le plus de bruit. D'après ce que j'ai interrogé, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ils font plus de bruit? Parce qu'ils ont des influenceurs de taille et partout en Afrique. On peut d'abord citer la fille de Jacob Zuma, donc l'ancien président sud-africain. C'est l'une des premières, vous le voyez. Donc là, on est le 26 février, on est le lendemain de l'invasion russe en Ukraine, et c'est la première à afficher son soutien à la Russie sur ce compte qui lui est donc attribué et qui compte à peu près 300 000 abonnés. Elle écrit aussi sur ce même compte que Poutine est l'homme dont le monde a besoin. Voilà, donc c'est hyper clair comme soutien. C'est très clair, oui. Les Russes, ils peuvent aussi compter sur tout le réseau panafricaniste, à commencer par, vous le voyez, le plus radical d'entre eux, Kémy Séba, ex-fondateur de la tribu K. Il a dit plusieurs fois qu'il avait été reçu par Prigojine de son vivant, avant de prendre lui-même ses distances avec la Russie. Et puis, on peut citer aussi Nathalie Yamb, donc c'est une Suissesse d'origine camerounaise. Elle se définit elle-même comme la dame de Sochi. Elle est globalement contre la position de la France et de ses alliés. Elle a d'ailleurs été expulsée de Côte d'Ivoire en 2019 pour ses positions. Et pour ce qui est des autres pays en jeu ? Oui, alors il y a les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, qui sont quand même assez présents, notamment sur le plan militaire, et qui cherchent à gagner aussi de l'influence, notamment depuis la mort de Prigojine. Il y a la Turquie aussi. Alors j'ai découvert qu'ils avaient créé une agence de presse sur place. Et puis il y a nous, la France quand même, on peut en parler aussi. L'armée française qui se structure sous l'influence, sous l'impulsion du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui veut gagner, il le dit lui-même, la guerre avant la guerre. C'est la nouvelle stratégie de l'armée française, c'est-à-dire se positionner sur cette guerre informationnelle. Voilà. Donc chacun de ces pays a un enjeu pour être influent en Afrique, même si les objectifs sont différents. Écoutez. La France a, disons, besoin de conserver ce qu'il a toujours considéré comme son précaré, et qui aujourd'hui est plus ou moins en train